Merci de nous retrouver dans ce nouveau numéro de votre émission Podium Jeunesse. Depuis l'apparition de la pandémie à coronavirus, le monde est passé en veille, ou plutôt tourne à la limite au ralenti. La période que nous vivons est inédite et semble remettre en question notre modèle sociétal, économique et surtout comportemental. La crise sanitaire du Covid-19 a profondément changé les habitudes au quotidien. Comment vit-on en cette période de confinement partiel et de gestes barrières? En somme, quel impact le Covid a-t-il sur le comportement des populations? Pour en discuter, je suis avec à mon extrême gauche, Meounim, j'ai bien prononcé, Tchabou, il est médecin. À ma gauche, je suis avec Laure Amoussou Amana. Elle est sociologue, facilitatrice, consultante en droits humains. À mon extrême droite, nous avons Sefia Menou. Il est administration civile et directeur de la Maison des Jeunes de Lomé à Madaromé. Et à ma droite, nous avons Casimir Clouché. Il est éducateur spécialisé. Merci d'être là. Merci. Pour commencer, nous allons parler de la médiatisation dont la pandémie à coronavirus est l'objet. Donc, la médiatisation du Covid-19 et de ses conséquences, vous l'avez remarqué certainement, c'est un phénomène absolument inédit dans l'histoire de la communication télé. Donc, quelle appréciation faites-vous des impacts de la médiatisation de cette pandémie dont cette pandémie est l'objet, justement, ceci? Merci, Bélagie. Sur le comportement des populations. D'abord, sur le comportement des populations, nous remarquons qu'aujourd'hui, la communication a une conséquence positive et en même temps une conséquence négative. Positive parce que certains prennent conscience et se rendent compte que c'est évident que ce n'est pas un canular, ce n'est pas un fake news et que cette maladie existe vraiment. L'autre aspect, c'est que cela devient risible pour les gens. Les gens se permettent de blaguer avec la pandémie. Donc, ils se disent que bon, ça va passer, etc. Et en plus, vous pouvez remarquer dans la communauté ou dans les communautés que les gens se permettent de ne pas ni se laver les mains, ils se permettent de se saluer, d'être côte à côte dans une promiscuité pas possible. Les gens se permettent également même de refuser de porter le masque en prétextant que ça les étouffe. Et voilà, c'est un peu ce que nous observons. Aujourd'hui, ça semble encore revenir. À un moment donné, les gens avaient pris conscience et se protégeaient. On a l'impression que les gens pensent qu'on est en train de baisser la garde. Et vous allez voir que certaines communications nous demandent de ne pas baisser la garde. Parce qu'en fait, on a l'impression qu'on maîtrise, mais quand vous observez les chiffres que le gouvernement donne tous les jours, toutes les fois, même s'il y a entre guillemets, des cas de guérison, il y a toujours 1, 2, 3, 4 cas. Donc si un cas s'ajoute tous les jours, ça veut dire que dans un mois, a priori, on a 30 nouveaux cas officiels. Donc imaginez un peu si ces 30 nouveaux cas-là doivent encore... Et en plus, on a également des porteurs sains. Et ça, c'est encore grave parce qu'ils ne font pas la maladie. On ne sent rien, mais ils propagent de façon très rapide la maladie. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que ce sont ces deux aspects que nous observons de façon globale. Que la communication, voilà. L'impact de la communication sur le comportement de la population. Achille. Oui, bon, sans vouloir forcément revenir sur ce que monsieur ici vient de dire, monsieur Cécile, excusez-moi, moi c'est plus l'aspect hantise, l'aspect panique que la médiatisation de cette pandémie a créé aujourd'hui autour de nous. Bon, ce n'est pas pour s'en plaindre forcément parce que c'est un petit peu, j'ai envie de dire, un petit peu le propre du média de faire un petit peu, de créer un petit peu de faire un peu sensation, créer un petit peu d'en faire un petit peu plus pour quand même alerter et rendre un petit peu accro la population à la chaîne médiatique. Mais voilà, aujourd'hui, il faut avouer que ça a créé quand même assez de panique, que ce soit surtout auprès de la population qui n'est pas à même de vraiment analyser la situation et en tirer un meilleur profit. Donc finalement, on panique, oui, on ne prend pas les gestes qu'il faut, ou on panique et on fait plus qu'il n'en faut, et parfois même faire plus qu'il n'en faut
ça nous met aussi en situation de nous retrouver soit propagateurs ou soit à risque d'être infectés. Donc personnellement, c'est plus ce côté-là que nous avons remarqué, du fait que voilà, aujourd'hui, malgré le fait que c'est vrai qu'on communique assez et que ça aide d'une partie des personnes à prendre des mesures, dans une autre partie, il y a des gens à banaliser, comme M. Sissi venait de le dire, mais n'oublions pas que ça a créé énormément de panique et de hantise autour de la population. Exactement. Merci, Laure. Oui, Pélagie. Avant de parler de cet impact-là au niveau de nos populations, au niveau national, je crois que l'impact de la médiatisation, il y a eu plusieurs étapes à faire. Parce qu'au niveau de la première phase, c'était une information qu'on suivait sur les réseaux sociaux qu'il y avait un cas de Covid en Chine. Donc on se disait c'était hors de nos frontières. Bon, on en a même discuté entre collègues. Nous on se disait que ça c'est sûrement une ruse des États-Unis pour fragiliser la Chine et tout. L'autre étape, c'est quand l'Italie et la France, on a commencé par détecter des cas là-bas et le niveau de contamination qui vraiment a augmenté. On s'est dit, il y a même certains de nos collègues ou de nos amis qui ont écrit sur leur page Facebook, ah, nous sommes confinés. Nous, on leur disait, non, courage, ça va aller, ça va passer et tout ça. Et en moins d'une semaine, le gouvernement togolais nous dit qu'il y a un cas de Covid au Togo. On a même douté de cette information-là. Il y a eu polémique, je ne veux pas revenir sur ça. Et c'est après qu'on a commencé par enregistrer ces cas. Et de prime abord, il y a eu cette panique-là. On était choqués. On se disait, ah, il y a une nouvelle maladie, il faut vraiment prendre des précautions et tout. Mais comme les autres l'ont dit, rapidement, l'étape aussi a changé. Actuellement, on est dans l'acceptation de la maladie. C'est une maladie comme les autres. Aujourd'hui, même, il y a une de mes amies qui me disait, bon, prenons ça comme le virus du sida, ça va passer. Je lui ai dit, au moins le virus du sida, on sait que si tu as des rapports sexuels avec tel, tu peux attraper cette maladie. Mais aujourd'hui, avec Covid-19, tu le prends, tu amènes la maladie à la maison, avec ta famille, tes enfants. Donc je crois qu'aujourd'hui, en prenant Covid-19 et le sida, j'aurais encore préféré le sida. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu? Parce que les gens se disent, bon, c'est une maladie comme les autres, ça va passer. Et puis apparemment, les symptômes sont multiformes. Voilà. C'est pas sécurisant. C'est pas sécurisant du tout. Merci Pélagie. Oui, Madame Pélagie, merci beaucoup. Mes collègues ont déjà tout dit. Ce que j'allais revenir dessus, j'allais revenir sur le point que mon collègue médecin relevait, c'est que la médiatisation extrême, que moi je juge extrême. C'est ce qu'on appelle le blast en communication. Exactement. Ça crée une psychose dans la population. Ça terrorise. Ça terrorise. Voilà. Je pense qu'il y a une portion de la population qui a plutôt besoin de la bonne information, de la vraie, de la réelle. À part ça, on a qu'à nous épargner de tout. C'est ce que moi j'allais relever. Ils ont exagéré. Oui, parce que par exemple, ma grand-maman qui est au village, chaque fois qu'elle allume la radio, chaque fois qu'elle allume sa télé et tout, Covid-19, on l'a déjà appris à mettre le masque, on l'a déjà appris à se laver les mains poings. Mais chaque fois, mais nous autres qui sommes ici avons besoin de connaître l'évolution des cas. Il faut qu'il y ait une tranche d'heure précise, sur une chaîne précise à laquelle nous autres on peut aller consulter ces informations. Et puis je pense qu'on a besoin de vivre malgré tout. Donc la psychose, les gens sont déjà morts dans la tête, alors que la maladie ne l'a pas encore atteint. Je pense qu'on peut nous épargner de ces cas. Et puis, c'est vrai que dans un premier temps, les gens étaient terrorisés, comme je l'ai dit. La population était passive, anéantie. Mais il y a quand même l'acquisition de nouvelles habitudes qui commencent à rassurer les gens. Mais il y a aussi quelque chose que j'ai remarqué. Les gens ont plus confiance en les médias traditionnels plus que les réseaux sociaux depuis l'apparition de Covid pour avoir des informations fiables. Oui, bon, a raison parce que aujourd'hui, tout le monde a accès à Internet, tout le monde peut devenir vecteur d'information du jour au lendemain. Et on n'a malheureusement pas cette rigueur-là, du moins sous notion, on n'a malheureusement pas cette rigueur-là de pouvoir jeter un coup d'œil sur les contenus qui viennent des réseaux sociaux, de pouvoir les canaliser, de pouvoir faire la part des choses entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Alors que la plupart du temps, sur les médias traditionnels, on va dire, c'est plus filtré, ça vient d'une source sûre et on est
plus ou moins rassurés. Voilà, donc je pense que c'est la raison qu'on se méfie plus des informations venant des réseaux sociaux, même si il faut reconnaître qu'aujourd'hui, de grandes institutions maintenant passent quand même par ces canaux-là pour pouvoir diffuser de l'information crédible. Donc, c'est la raison que ce soit C'est comparativement aux réseaux sociaux que je le dis. Parce que depuis l'apparition des réseaux sociaux, les gens négligent les médias traditionnels, surtout la radio. On ne l'écoute plus du tout. Mais avec l'apparition de Covid-19, les gens se sont retournés vers les médias traditionnels. Il y a aussi cette solidarité de circonstances qui s'est développée, M. Sissi. Oui, aujourd'hui, finalement, c'est devenu, comme je le disais, à un moment donné, on est en train de transformer la pandémie en... On accepte, comme l'a dit Laure, et vous voyez des gens qui se donnent enfin, ils ne se serrent plus les mains, mais comment on dirait ça? Ils se donnent des coups de coude, et en souriant, dit, ah voilà, c'est le Covid qui nous oblige à nous donner des coups de coude. Et on a également compris qu'il faudrait qu'on soit solidaire dans la façon de réagir. Et si tu as une information et la bonne, c'est toujours bien de partager avec l'autre. Et tu te sauves et tu sauves aussi l'autre. Parce qu'en fait, si tu prives l'autre de l'information, forcément, elle pourra arriver avec la maladie vers toi. Donc il faudrait que tout le monde soit informé. Et je me rappelle que moi, je disais à mes parents de fermer leur porte et de ne pas sortir, de rester à la maison. Mais ils m'ont dit, attends, nous on est dans une banlieue, en fait on est carrément dans la ferme, c'est bien, l'air frais, etc. Ils disent oui c'est bon, mais arrêtez les visites. Arrêtez les visites parce qu'on ne sait pas comment la maladie évolue. Et aujourd'hui, toutes les informations que nous recevons, finalement, il faut avoir la tête sur ses épaules pour pouvoir sortir. Parce qu'en fait, on risque de ne pas sortir. Et le gouvernement n'aura même pas besoin de dire aux gens de se confiner. Normalement, les gens devraient automatiquement s'enfermer dans leur chambre et ne pas sortir. Et là aussi, si on ne sort pas, c'est que ça devient difficile pour nous de vivre. Et on peut remarquer également dans cette solidarité-là que les gens puissent aussi penser aux autres. Nous l'avons remarqué, il y a des ONG, des associations, des structures, et même l'État qui aussi a lancé son programme de novici, parce qu'on sait que lorsque les gens n'arrivent pas à aller travailler, surtout pour, entre guillemets, les artisans, etc., c'est compliqué pour eux. Aujourd'hui, il ne pleut pas, et quelqu'un faisait rire en me disant que peut-être c'est à cause du corona que la pluie ne tombe pas de façon... Je dis, mais attends, mon frère, arrête ça. Je crois que ton analyse vient en appui à cette question que je veux vous poser. Je vais vous demander de me dire comment vous comprenez cette phrase. Le Covid-19 impose de nouvelles modalités d'être avec soi-même et tout l'ordre habituel des interactions sociales. Casimir. Oui, madame, cette question, moi, je la comprends à plusieurs niveaux. Je vais essayer de la structurer rapidement à 3 ou 4 petits niveaux. Et d'abord, dans la gestion, même le premier niveau, la gestion même des mesures barrières, du niveau individuel comme collectif. Nous allons voir que désormais, nos concitoyens, nos chers amis togolais, nous lavons la main sans avoir une patte sur la table. Nous nous saluons désormais sans nous serrer les mains et nous bouchons les nez comme les médecins le faisaient, on se moquait d'eux. Donc dans la gestion même des mesures barrières, il y a un comportement qui s'est greffé à ce que nous vivions déjà. Donc il y a un changement automatique qui est né là-bas. Et à un second niveau, rapidement, c'est par rapport à la solidarité dont vous venez de faire cas. Et alors, dans un passé récent, nous croyions que la solidarité mécanique a disparu de nos mœurs. Mais c'est bizarre qu'avec cette pandémie-là... C'est pour ça que moi, je l'appelle solidarité de circonstance, parce que c'est la circonstance qui l'exige. Voilà, c'est ce que les aînés appellent déjà la solidarité mécanique. Tu assistes la personne sans penser à la contrepartie, sans avoir d'arrière-pensée. Nous allons voir qu'il y a des gens qui sont tout de suite organisés en petits groupes, en associations. Les vieilles associations desquelles on n'a jamais entendu parler ont fait surface et aident les gens. On a vu les gens distribuer du riz, des stars, des personnalités très reconnues qui se mettent à distribuer. Des vivres et des oui, sans faire l'éloge de l'élite du peuple directement, qui fait de son petit salaire de la distribution de nourriture de maison à maison. Je pense que c'est un comportement louable. C'est une solidarité qui est née comme ça, du point de vue partage d'informations, comme l'aîné l'a déjà dit. Et partager l'information, c'est une chose si précieuse, parce que l'information, c'est un pouvoir. Donc, chaque fois, on se le partage entre nous et tout. Donc, c'est un changement de comportement qui est né à ce niveau également. Alors, en plus de... Vous m'excusez avec mon masque qui me dérange, c'est un changement de comportement. On va s'adapter. Oui, c'est un changement de comportement auquel on s'adapte tous les jours. Et à ce niveau, nous allons également tout de suite voir dans la gestion de cette crise-là, nous allons voir que
et les réunions de haut niveau même qui étaient organisées à coups de milliards, mais qui se font maintenant par visioconférence. À 0 francs. À 0 francs. Voilà, madame, j'allais dire. Nous allons voir maintenant des formations, des colloques qui se passaient en présentiel à coût de milliards. Maintenant, avec WhatsApp, avec Facebook, par le direct, avec des visioconférences, on fait toutes ces conférences. C'est un regain en réalité. Donc, j'allais dire, il y a une utilisation normale ou bien une utilisation agréable de l'Internet ou bien du digital. On fait maintenant des cours au Togo sur la radio. Qui l'aurait imaginé? Voilà. Donc, c'est ce que j'allais relever par rapport à ce niveau. Oui, Madame Pélagie, pour ajouter à tout cela, ce que Covid-19 a créé comme nouvelle norme sociale, c'est qu'aujourd'hui, avant je me lavais les mains, quand je sortais, je revenais, je me lavais les mains. C'était une fois comme ça. Mais aujourd'hui, je suis obligée de me laver les mains tout le temps. J'ai appris à mes enfants de laver les mains. Donc chaque fois, ils vont laver les mains. Tu te demandes mais ce qu'ils font là-bas. Ils utilisent tout en fait en même temps, et tu en ris. Mais au moins, ils ont compris. Aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, quand mes parents viennent chez moi, on est comme ça, on se voit de loin. Ils ne rentrent plus dans la maison comme avant. Comment est-ce que tu vis ça particulièrement? Oui, c'est très difficile. Parce que surtout au début, comme je disais, surtout quand l'information est venue, le choc, quand mes parents viennent et que je leur dis, ok, lavez les mains, passez ici et tout ça, ils étaient frustrés. Il y avait cette frustration-là que tu lisais sur leur visage. Mais c'est après échange, discussion qu'ils ont compris qu'en fait, c'est pour les protéger, pour nous protéger aussi. Donc aujourd'hui, quand ils viennent, leurs petits-enfants ne sont plus obligés de courir vers eux comme ils le faisaient avant. Donc, comment je dirais, les accueils à la maison, quand les gens viennent, les voisins et tout ça, vous les voyez de loin en fait. Alors que tout ça, ce n'était pas possible avant. Parce qu'on avait cette habitude de nous côtoyer, d'être toujours... Alors que c'est ces particularités qui définissent en fait l'Afrique. L'Afrique, voilà. Et aujourd'hui, l'autre chose, c'est que quand tu sors de la maison et que toi, tu portes ton cache-nez et que tu vas dans un groupe, eux ils n'en portent pas, ils te voient de façon discriminatoire. C'est comme si c'est toi... tu te dis que bon, la maladie est là, tu en fais trop. Les gens te voient bizarrement, quoi. Et puis tu te sens tant bien que mal. Exagéré. Voilà. Ça veut dire, comme on l'a dit, il y a une certaine acceptation. On dit, bon, ça ce n'est rien, moi, mon épique et tout ça. Mais franchement, c'est que quand moi je vois les cas, parfois, je n'ai pas envie de me connecter juste pour ne pas avoir de nouveaux cas détectés et tout. Et parfois, je vérifie les localités les nouveaux foyers de contamination. Bon, je me dis, ok, quand c'est l'ouest d'Agoué, c'est que ça peut aller. Alors que j'ai oublié que quelqu'un peut venir de Djarapaga et venir visiter un ami dans mon quartier. Vous voyez un peu, non? Il y a cette psychose-là, comme mon collègue vient de le dire, on s'habitue au cache-nez, donc excusez-nous vraiment. Donc, il y a cette psychose-là qui est là. Et je crois que Covid-19 a réinventé notre société. Et c'est ça aussi la société. Elle n'est pas linéaire, elle change tout le temps. Elle est dynamique et on s'adapte. Achille, tu as un petit ajout? Oui, bon, il y a un de nos maîtres qui disait que c'était ça un petit peu la difficulté avec cette maladie parce que les principaux moyens de contamination étaient principalement les interactions sociales. Il fallait, quand on se serre la main, quand on se fait la bise, quand on s'embrasse, quand on est ensemble et tout ça. Et c'est justement pour ça que c'était plus compliqué, ou c'est plus compliqué, je vais dire, de lutter efficacement contre cette maladie. Et oui, bon, aujourd'hui, ça nous impose beaucoup de choses auxquelles on n'est pas habitué. On pourrait simplement prendre l'exemple ailleurs. La Chine a longtemps vécu ce genre de situation. Et voilà, les masques, par exemple, c'est devenu... c'est pratiquement rentré dans la culture chinoise, que ce soit actuellement en période de pandémie ou même avant ça, ils ont eu à traverser beaucoup de choses. À cause de la pollution. Exactement. Et c'est aussi une population qui est plutôt disciplinée. Je pense que c'est aussi à là aussi que nous devons tendre parce que c'est vraiment dans la discipline que nous pourrons arriver à bout. On a parlé maintenant de l'acceptation. L'acceptation fait qu'aujourd'hui, on n'est plus aussi rigide et aussi discipliné qu'au départ. Alors que moi, je pense que c'est plutôt maintenant. C'est plutôt maintenant qu'il faille être discipliné, qu'il faille être ordonné, qu'il faille continuer ce qu'on a commencé dès le départ et que ces nouveaux moyens d'interaction que nous avons à se donner le coude ou à ne plus se faire des accolades, qu'on apprenne et que peut-être qu'on se dise que c'est pour longtemps et qu'après le Covid,
que nous puissions nous retrouver comme avant pour pouvoir... On l'espère bien. Je vais revenir alors. Nous allons parler des mesures barrières, les mesures de prévention. Certains sont toujours réticents à les appliquer, mais en tant que sociologue, quelle lecture sociologique fais-tu de ces mesures de prévention? Vous parlez de lavage de mains, le port de cache-nez, la distanciation sociale et le couvre-feu. J'ajoute le couvre-feu. Le couvre-feu qui est dans certains pays, c'est de 23h à 4h du matin. On se demandait, bon, fallait l'enlever tout simplement. Heureusement qu'ils l'ont enlevé. 23h à 4h du matin. Donc ça n'a pas de sens, excusez-moi. Exactement. Mais heureusement qu'ils l'ont enlevé. Donc actuellement, il n'y a plus de couvre-feu dans ce pays-là. Donc, je dirais que faire une lecture sociologique de ces mesures de prévention serait vraiment trop restrictive. Parce que tout cela fait partie d'un système plus global. Et aujourd'hui, on nous a dit de ne plus dire le Covid-19, mais plutôt la Covid-19. Je ne sais pas si le genre a une incidence quelconque sur le niveau de contamination, franchement. Donc, je me dis qu'aujourd'hui, cette maladie a eu des conséquences au niveau macro, notamment au niveau politique, sanitaire, financier, même environnemental, parce que je crois qu'aujourd'hui, notre environnement se porte beaucoup mieux. Parce qu'il y a parce qu'il y a eu une baisse des émissions de CO2 depuis que nous sommes confinés. Je crois que l'environnement respire beaucoup mieux. Donc aujourd'hui même, je crois que au niveau, par exemple, financier, certains cours ont chuté. Il y a eu des chutes au niveau financier. Donc je crois qu'aujourd'hui, ces mesures de prévention ne sont qu'une partie de ce changement au niveau macro qu'il y aura pendant et après Covid-19. Ça ne fait que commencer. Il y aura d'autres changements au niveau macro, beaucoup plus que cela. D'accord, merci. Et Cécile, à votre avis, quelle compréhension ou quelle perception la population a-t-elle en réalité de ces mesures barrières, puisque vous convenez avec moi que ces mesures ne font pas l'objet d'une interprétation au niveau des bénéficiaires avec des grilles de lecture différentes, c'est-à-dire que les normes ne font pas toujours l'objet d'une adhésion unanime. Oui, a priori, les gens, certains pensent que c'est une corvée. C'est drôle de dire ça comme ça, mais ça fait mal de le dire aussi, parce que d'autres, on banalise souvent. Moi, je me dis que j'aborde dans le même sens qu'Achille, parce que finalement, c'est comme si c'est de l'indiscipline que nous avons acquise comme dans nos habitudes, parce que si je me rappelle bien, au cours primaire, on nous a appris à laver les mains de façon systématique. Avant de manger? En fait, pas forcément. Mais si c'est qu'on l'appliquait, on appliquait cette discipline-là, aujourd'hui, on n'en saurait pas avoir qu'il faut laver, parce que vous imaginez, avant d'arriver chez moi au bureau, vous lavez votre main 5 fois. C'est-à-dire qu'on a mis les pauses, les dispositifs de lavage de main. Votre parcours vous fait laver la main 5 fois avant d'arriver. Moi-même, je m'adonne à cet exercice-là pour montrer l'exemple. Donc, systématiquement, donc vous voyez que s'il faut laver, les gens se plaignent en disant, voilà, nos mains deviennent de plus en plus blanches. Et jusqu'à la fin du Covid, nous serons des yovos. D'autres font même des parodies avec des dessins en disant, voilà, vous voyez le schéma du masque, c'est-à-dire que votre visage par où le masque passe devient blanc et votre corps est noir. Donc, en fait, aujourd'hui, ces mesures-là, c'est important. Il faudrait juste qu'on communique de façon efficace dans toutes les langues du pays. C'est vrai que j'ai vu des spots passer, etc., dans les langues, mais il faudrait qu'on maximise là-dessus pour que les gens comprennent que c'est une réalité. Et en fait, hier, je discutais avec un ami qui me disait que ça va très vite, cette histoire. Ça va tellement vite que il faut que les gens prennent conscience. Il faut qu'on trouve les bons mots, les belles phrases pour impliquer davantage ceux qui se font écouter essentiellement. Aujourd'hui, le gouvernement et les autres acteurs doivent tenir compte de ce que nous appelons dans le jargon sociologique les yeux de la communauté, les dunku, parce que ce sont des gens qui infléchissent à travers leur façon de communiquer. Si on peut les utiliser et à faire comprendre à toutes les couches sociales que voilà, c'est important de pouvoir se laver les mains, c'est important de pouvoir porter le masque, que ce soit un masque acheté en pharmacie ou que ce soit un masque comment on appelle ça, un masque de fabrication artisanale. Fabrication artisanale, au moins qu'on puisse se protéger. Hier également à Avedi, j'ai rencontré un taximan qui, malgré tout ce qu'on a dit, s'est permis de prendre 3 personnes derrière, 2 personnes devant, plus lui-même. Ils font 6. Et donc ça fait, ils font 6, mais ils ne sont que 2 à avoir porté le masque.
Donc, vous voyez que je me dis, et le conducteur, et les passagers eux-mêmes qui veulent monter dans le taxi n'ont rien compris. Et s'il faut des sanctions, je crois que lorsque l'État a essayé de réguler cela, ça n'a pas été facile. Alors qu'en Côte d'Ivoire... Je suis content parce qu'aujourd'hui, au marché d'Adido Gomé, quand vous ne portez pas le masque, vous ne rentrez pas. 5 000 francs. On peut se taire et vous laisser entrer. Vous allez payer 5 000 francs, ça vous apprend. Ça fait combien de masques? Même si nous disons que... Acheteur ou vendeur? Tout le monde. Même acheteur. C'est-à-dire, tu viens dans le marché et tu n'as pas ton masque, tu es amendé. Pas forcément à cause de l'argent, mais que tu comprennes que c'est important. On fait séance tenante. Oui, vous payez parce que... et si je n'ai pas assez d'argent sur mon vélo? On va vous réquisitionner. Oui, ça fait sourire, mais c'est important parce qu'il faudrait des mesures qui vont dissuader les gens. Et ils ont un sifflet aujourd'hui à 15h. Quand on siffle, on commence à ranger tout le monde. Donc ça veut dire que déjà à 14h30, les femmes ne commencent pas à comprendre. Et ont pris le réflexe en disant, déjà à 14h30, je commence pas à ranger mes choses jusqu'à ce que 15h ne sonne. Allez, mais cliquez, clac, et tout le monde sort du marché pour qu'on puisse désinfecter. Mais aujourd'hui, comme le disait quelqu'un, il y a toujours des récalcitrants. C'est ce que j'allais dire à Casimir. Il y a un homme qui me dit mourir de Covid ou mourir d'une autre maladie. De par lui, c'est mourir. Donc, pour pouvoir s'embrigader derrière un cache-nez. Oui, voilà, madame, c'est vraiment absurde. Ces genres de mentalité. Il y en a parmi nous. Il y en a plein, pas seulement les populations qu'on aurait imaginé, même les lettrés. J'en rencontre plein et ils raisonnent bien. Ils tiennent de bons propos pour se défendre. Que non, ça là, c'est des... Et dit d'accord, merci. Et moi, je m'en vais quand même. Voilà, donc pour dire que les gens, l'interprétation est très différente aujourd'hui dans nos populations. Certains croient que c'est de la cacophonie jusque-là. D'autres ne croient pas en la maladie jusqu'à ce jour. D'autres qui croient, mais en fait, quand ils sont fatigués, ils ont essayé de pratiquer ça une semaine. Ils sont lavés les mains, ils ont mis les masques. Une semaine après, les masques à la gorge. C'est au menton, désormais, on porte les masques. Plein de gens le portent au menton, se voient et on rit et tout. C'est la mode. Des gens qui disaient que depuis, lorsqu'il y avait le sida, on leur montrait des malades du sida qui n'en ont pas vu. C'est pour ça qu'ils n'y croyaient pas. Mais je crois que la semaine dernière, la télévision togolaise, la rédaction a essayé d'élaborer un reportage, qui a fait un reportage sur des gens qui sont guéris. Qui ont été guéris du Covid-19 et qui ont dit comment ils ont vécu la situation. Donc je crois que la maladie existe vraiment. La maladie existe. Madame Pélogie, oui. Vous permettez. En fait, certains n'y croient pas. Parce qu'ils attendent l'autre fois. Même s'ils ont vu des gens qui ont été malades et qui sont guéris, qui témoignent. L'autre fois, quelqu'un disait dans un groupe que ce serait mieux peut-être qu'on parle ou bien qu'on fasse une liste de ces personnes-là qui sont infectées pour que les gens prennent conscience. Une liste? Oui, c'est-à-dire mettre les noms. En fait, il disait ça juste pour considérer que tellement il y a de l'insouciance. Si on pouvait, par exemple, dire qu'à Balo, à Fi, tel ont ça, peut-être que leur entourage prendrait conscience qu'en fait, donc c'est vrai. C'est juste, il le disait haut pour pouvoir sensibiliser les gens. Et l'autre chose, c'est que j'ai une sœur à Abidjan. L'autre fois, je lui disais qu'on a un ami commun qui a cette maladie-là dans son pays. Elle dit, oh, donc cette histoire-là, c'est vrai. Que si je ne lui avais pas dit que c'était elle, parce qu'elle connaissait la personne, elle n'allait jamais croire que depuis qu'on est en train de parler de cette histoire, elle se dit que c'est l'État qui l'a inventé, juste... pour tuer psychologiquement, voilà. Pour tuer les gens psychologiquement. Donc, vous imaginez, alors que la Côte d'Ivoire est à près de 600 cas, actuellement, mais les gens disent qu'ils n'y croient pas. Donc je crois qu'il y a plusieurs étapes pour les citoyens, la société, de pouvoir changer, de pouvoir s'adapter. On va y arriver, c'est comme les casques. Quand on nous avait demandé de porter les casques dans ce pays, vous avez vu ce. Mais aujourd'hui, c'est rentré dans les normes, c'est rentré dans les habitudes. Si toi-même tu as oublié ton casque au travail, et que tu es dans la rue, tu as un feu rouge, toi-même tu es gêné. Après qu'on a eu beaucoup de victimes dans les accidents de la route. Voilà. En fait, c'est le processus normal du changement d'une société. De l'acquisition de nouvelles habitudes dans la société. Voilà. Achille, tu as un ajout? Bon, je pense que le fait qu'on ait un déni par rapport à cette maladie, ce n'est pas que pour le Covid, c'est pour le VIH, c'est pour plein d'autres maladies. Aujourd'hui, les gens ne croient toujours pas à l'existence du VIH. Il y a des grosses théories du complot qui naissent. Donc, moi, je pense que ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est vraiment dans le processus
dans le processus, on va dire, de cette maladie-là. Maintenant, par rapport à la compréhension de la population de cette maladie, c'est un peu comme monsieur venait de le dire, je pense que ça dépend vraiment peut-être du niveau, en fait, ça dépend en fait de chaque niveau, c'est-à-dire du niveau ou de la cible de la population qui l'écoute. Je m'explique. Si c'est ma maman, ma grand-maman au village, par exemple, elle n'acquiert pas cette information de la même manière que moi. C'est pour ça que j'aime bien l'idée de M. Ceci, qui est de vraiment trouver des personnes qui savent parler à une certaine cible. Vous voyez, Madame parlait tout à l'heure du fait qu'on n'est pas pour le premier cas du Covid qui a été détecté, qu'on pensait à tort que ce n'était pas vrai. Parce que dans le communiqué, les gens n'ont pas très bien cerné ce que le ministre voulait dire. Mais je pense que c'est un exemple typique. Je ne coupe pas la parole, mais on a cru que la lecture serait différente quand il s'agit d'un lettré ou d'un illettré. Mais c'est quand même étonnant qu'on rencontre des gens qui sont assez lettrés et que dans notre entendement, ça ne devait pas être difficile d'appréhender cette réalité. Moi, je pense que plus on est lettré, et je parlais de théorie, et plus on élabore de grosses théories pour expliquer certaines situations. C'est souvent comme ça. Pour celui qui ne l'est pas, très souvent, ou soit il est dans le déni et dans le fait de banaliser, de faire tout et n'importe quoi. Mais dans la théorie du complot, là, on élabore vraiment une grosse théorie, on élabore une grosse machine autour qui expliquerait pourquoi si et ça, et qui... Donc, les gens vont très loin. Ils disent c'est pour ça. Créent leur propre monde. Exactement, c'est pour ça que ça se fait comme ça. Vous avez Merci compris beaucoup. pourquoi. Si vous permettez, avant d'évoluer dans les échanges, je vais vous inviter à suivre ce reportage que nous présente Rachel Aoukou. En seulement quelques mois, la Covid-19, une crise sanitaire aux manifestations profondes et multiformes, a bouleversé la vie des hommes dans le monde entier et semble remettre en question notre modèle sociétal, économique et surtout comportemental. Le monde avant Covid-19 ne sera plus le monde d'après Covid-19 parce que nous avions eu beaucoup de mutations dans ces quelques peu de temps que nous avons été confinés à la maison, que nous avons quitté les églises, nous avons quitté les écoles et nous sommes restés à la maison, ce qui veut dire déjà qu'il y a eu beaucoup de mutations qui normalement devaient prendre assez de temps avant de se réaliser, mais compte tenu de la crise sanitaire, on a eu quelques 2 mois pour réaliser de grandes mutations. Et ce genre d'habitude ne peut pas vite finir du jour au lendemain comme ça. Certains vont garder encore les mêmes habitudes que nous avions adoptées pendant la crise et d'autres, avec le temps, ça va diminuer. La crise du Covid-19 à laquelle nous faisons face, je pense a beaucoup d'impact sur les comportements de la population. Et moi, je dirais premier type d'impact, c'est un impact sur le comportement économique des personnes. On se rend compte qu'aujourd'hui, les gens systématiquement mettent la priorité sur les besoins primaires. Ça veut dire que les gens n'achètent plus de sacs, de chaussures, de maquillage. C'est très rare. Et les gens vont uniquement vers quoi manger, faire les provisions, etc. Donc, premier comportement ou premier impact, c'est impact sur le comportement économique des agents ou des personnes qui restreignent leurs achats. Ensuite, on a un impact social qui est la distanciation sociale et qui pose un véritable problème aux personnes parce qu'on n'est pas habitué, on n'a pas été habitué, on a grandi en se serrant la main toujours. Et aujourd'hui, on dit qu'il ne faut plus se serrer la main, il ne faut plus d'accolade. Moi, j'ai rencontré quelqu'un avant-hier, la personne a tendu la main. Et donc, ça, c'est un autre impact. On est obligé de s'éloigner les uns les autres, d'éviter de se toucher et tout ça là. Et puis, il y a un impact psychologique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens vraiment ont peur. Les gens craignent la maladie et tout. Donc, ce qui fait que
on assiste dans certains cas à une panique, même si la panique n'est pas visible comme ça à l'œil nu, mais il y a beaucoup de gens qui paniquent, qui ont peur, qui se demandent « Ah, est-ce que je vais l'attraper? Est-ce que je ne vais l'attraper ?» Par rapport à la question du digital aujourd'hui, je pense que tout le monde tente de s'y mettre, tout le monde s'y met, parce qu'on s'est rendu compte que c'est la solution. Hein, c'est la solution. Aujourd'hui, la TDE, par exemple, a un numéro WhatsApp. Vous écrivez à quelqu'un dessus, on vous dit même si vous voulez faire un abonnement, vous n'avez pas besoin de venir en agence. Envoyez les documents par WhatsApp et quand tout est prêt, on vous dira vous venez en agence une seule fois et vous payez et puis on vous fait tout. Les services publics, OTR et tout ça, ils avaient déjà commencé. Aujourd'hui, on met encore plus l'accent dessus. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de services qui se créent pour de la livraison à domicile, pour de l'achat en ligne. Donc vous pouvez acheter vos légumes en ligne, vous pouvez acheter vos provisions, vos vivres en ligne. Et ça, je dirais que c'est peut-être un des aspects bénéfiques de cette crise-là. Ça permet d'ouvrir les yeux aux personnes, aux acteurs économiques sur le fait qu'il y a aussi la possibilité de faire du business d'une autre manière et de gagner en temps et en argent aussi. Une chose est sûre, la Covid-19 n'a pas fait que bousculer le quotidien des Togolais. Elle a profondément bouleversé, au plus fort de la crise, en tout cas, leurs priorités. Merci de revenir avec nous au plateau. Cécile, que penses-tu de ce reportage? Je pense que le reportage est assez clair. Les personnes qui ont intervenu, d'abord Raphaël, il a exprimé il a parlé des changements. Il a parlé des changements que nous n'allons pas oublier de sitôt, c'est normal. Parce que là, du jour au lendemain, on vous dit de ne pas vous saluer, en fait. Je me demande même, est-ce que papa et maman, est-ce que les gens mariés peuvent... C'est vraiment compliqué parce que là, on a même vu des vidéos aussi qui ont circulé où le monsieur met un décamètre pour la distanciation sociale, etc. Je partage son avis parce que aujourd'hui, que le Covid parte, en fait, il va partir, nous espérons. C'est notre souhait. C'est notre souhait. Mais les réflexes doivent rester. Les réflexes en termes d'hygiène, en termes de se prévenir de certaines bactéries que nous ramassons tous les jours. Normalement, ces genres de réflexes-là doivent demeurer pour que nous puissions être en bonne santé de façon pérenne. Donc, ce n'est pas parce que si demain on déclare qu'il n'y a plus la Covid-19 au Togo, ce n'est pas pour autant que les gens vont arrêter de laver les mains, de se laver les mains. Donc il faudrait que ça soit quelque chose de pérenne. Et le deuxième intervenant aussi a parfaitement raison, parce qu'au-delà même des aspects économiques, aujourd'hui, la pandémie a fait que la créativité s'est accrue en fait. Nous avons vu des dispositifs de lave-mains qui ont été faits à base de jarres. Ça veut dire que les artisans ont utilisé des matériaux qu'ils ont, l'argile, etc., pour fabriquer ce même dispositif. Les soudeurs, les menuisiers, etc., ont commencé par réfléchir autrement à créer des engins, à créer des dispositifs qui sont, comment on dit ça, très simples, peut-être moins onéreux et moins coûteux également, et qui peuvent être utilisés de façon très rapide. Donc je partage son avis également. Ça fait déjà plusieurs semaines comme on voit des abonnements pour les livraisons en ligne. C'est une fois que tu te connectes, tu vois tout ça là tout le temps. Nous allons y évoluer tout à l'heure. Je donne la parole à Casimir. Ton avis sur le reportage? Je partage parfaitement et totalement l'avis que ce soit celui de Raphaël que celui de mon ami Ismaël. Je vais plutôt revenir rapidement sur un aspect très important que je trouve très important de Ismaël, celui du changement de comportement sur l'aspect économique. Nous allons voir de plus en plus que les gens se donnent aux besoins primaires. Les chantiers se sont interrompus. Vous allez voir que quelqu'un va au marché maintenant, ce n'est pas pour se payer des vêtements, ce n'est pas pour se payer peut-être une moto, c'est rare de se payer des matériaux, mais la consommation. Du ravitaillement. Le ravitaillement, et ça a été très intéressant parce que c'est en fait une adaptation qui a été très rapidement perçue sans que quelqu'un n'ait communiqué dessus. Vous savez que les gens utilisent désormais leur provision, leur économie, leurs petites économies pour se ravitailler, pour s'approvisionner en nourriture. Parce que l'on ne sait pas jusqu'à quand cela va durer pour dépenser son argent pour des futilités, si je le mets entre guillemets. Alors,
L'autre aspect également, c'est celui que mon aîné vient de développer, c'est la créativité qui fait jour en fait. Nous allons voir de plus en plus les gens qui ont des camarades qui ont créé des dispositifs, des respirateurs à base de matériaux locaux, des gens qui ont créé des dispositifs de lave-mains à base de matériaux locaux également. Et puis c'est en fait l'essor du génie togolais, du génie africain, du génie mondial. Alors pour clôturer ce que j'allais dire sur ces 2 points, c'est que en réalité, ces changements de comportement ne sont pas seulement imposés au Togo, que ce soit se laver les mains, mettre les casques et les masques et tout. Parce que déjà en Occident, que ce soit en Italie, en France, ou bien en Belgique et tout, vous allez voir que c'est les gens qui aiment se faire plus des accolades. Et rapidement, la maladie a pris un dessus que personne ne croyait. Donc en Afrique, pour nous, un peu plus mieux, ce sera les mains. Mais si nous l'évitons, nous allons éviter l'essor que la maladie aurait pris à ces niveaux-là, dans ces pays. Je crois que ces nouvelles habitudes se sont imposées à nous et on n'y peut rien. On n'a pas le choix. Et Achille, Ismaël a aussi parlé du regain de l'utilisation du digital. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, le digital est vraiment... C'est étonnant, quoi. Oui, mais c'est pas si étonnant. Moi, je pense que c'est normal. Vu comme on l'a dit, les interactions sociales ou physiques, maintenant, c'est interdit. Et donc, il faut vraiment trouver ce moyen-là de pouvoir communiquer. Plus encore, on est confiné aujourd'hui. Il est important de pouvoir informer, déjà faire savoir à l'autre. Ça encore, je ne parle même pas de l'aspect économique, mais toujours dans l'aspect social, de pouvoir quand même informer nos proches ou ceux qui ne sont pas proches de nous que nous sommes quand même en bonne santé, que tout va bien. Donc c'est aussi une raison qui explique pourquoi est-ce que le digital prend énormément de place aujourd'hui. Donc il y en a qui l'utilisent dans leur activité professionnelle et il y en a qui l'utilisent aussi pour donner des nouvelles d'eux. Et le divertissement, par la même occasion aussi, a pris aussi un essor parce qu'aujourd'hui on en voit partout, que ce soit des lives sur des sujets qui ne servent qu'à divertir un peu plus pour pouvoir bien sûr permettre à ceux qui sont confinés chez eux de... Vu qu'on ne peut pas sortir aujourd'hui, on ne peut plus aller au cinéma, on ne peut plus aller au restaurant, il va bien falloir trouver des moyens de se divertir. Donc le digital a quand même pris une énorme place là-dedans. Et je vais peut-être parler aussi de télémédecine ou de e-santé qui... bien évidemment, a aussi connu un essor dans cette période. Il faut reconnaître que l'Afrique traînait un petit peu à emboîter le pas, mais aujourd'hui, on s'est rendu compte que voilà, ça nous a imposé de pouvoir s'adapter et toutes ces structures-là qui hésitaient ou qui hésitent toujours à prendre le pas du digital doivent forcément commencer par le faire parce qu'il a dit avant, par exemple, d'aller à la TDE, on envoie des documents, tout ça par WhatsApp. Aujourd'hui, on conseille aux gens de ne pas avoir forcément le premier réflexe d'aller à l'hôpital quand ils ont un souci. Le réflexe, c'est d'abord d'essayer de les contacter. Si la structure en place a mis en place un dispositif d'e-santé leur permettant soit d'appeler via téléphone, via GSM ou d'avoir une téléconsultation pour que le médecin ou le professionnel de la santé derrière puisse enquérir des symptômes et s'il s'assure que c'est pas vraiment quelque chose qui tourne autour du Covid et que lui et son équipe et tous ses collègues n'ont rien à craindre, là il peut demander aux patients de venir directement à l'hôpital pour se faire consulter. Mais quand la consultation là déjà on sent que c'est des signes suspects de cette maladie, on peut déjà convier la personne vers les structures. Merci beaucoup. Laure? Oui, je crois qu'avec le semi-confinement à domicile, le digital s'est imposé à nous. On l'utilisait certes avant, peut-être parfois juste pour donner un signe de vie, parfois pour travailler, mais aujourd'hui, on ne peut plus s'en passer en fait. On ne peut plus s'en passer. Et selon une récente étude, l'Internet, ou bien je dirais le trafic Internet est en hausse de 70% depuis que la Covid-19 a été détectée. Donc aujourd'hui, je me dis, il y a certains qui l'utilisent pour travailler, d'autres l'utilisent juste pour faire signe de vie parce qu'on ne se voit plus, je ne peux plus venir chez vous, donc je dois au moins vous dire, ah je vais bien, je suis chez moi et tout. Mais aujourd'hui encore, nous l'utilisons pour travailler dans ce sens où nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous faisons des formations en ligne. Nous faisons des formations en ligne entre nous. Nous faisons des formations avec d'autres organisations qui sont aux quatre coins du monde. Alors que, comme on l'avait dit avant, c'était à coût de milliards. Il fallait se déplacer, payer les billets d'avion et tout ça. Donc tout cela est réduit vraiment à l'essentiel. Et je crois que nous commençons aussi par prendre conscience de l'utilité de la cellule familiale. Certes, ça me permet de préciser
le niveau aussi des violences faites aux femmes durant cette Covid-19. Peut-être qu'on va revenir pour parler de ça après. Il y a eu regain aussi. Il y a eu regain aussi de ce côté, parce que les hommes, grand âge, n'étant pas habitués à rester dans cet environnement-là, parce que quand ils vont sortir du boulot à 18h, ils doivent passer chez des amis et revenir à la maison à 20h, 21h. Aujourd'hui, déjà, ils finissent à 16h. Le temps de peut-être aller vaquer aux occupations essentielles, surtout, déjà 18h, 18h30, ils sont à la maison. Qu'est-ce qu'ils doivent faire durant tout ce temps-là? Ils n'y étaient pas habitués. Ils ne sont pas habitués. Et ils font violence sur les femmes. Oui, parce qu'il y a le stress, il y a l'anxiété, il y a le stress et tout. Tu vas commencer Syrie, c'est comme Oui, parce que je vous dis qu'aujourd'hui, il y a eu ce regain-là de violence faite à la femme. Donc, on va peut-être revenir sur ce point-là après. Donc, alors que d'un autre côté, on réapprend à vivre en famille, dans la cellule familiale. Le papa qui est là déjà à 18h, ça fait des mois que les enfants n'ont plus vu ça. Peut-être papa revenait à 22h, 23h, même 1h du matin. Les enfants dorment déjà. Vous voyez un peu? Donc tout cela a un impact sur notre vécu quotidien. Il agit. Oui. 2 minutes. Oui, je pense que c'est. Tu crois que Laure a exagéré? Non. Laure a exagéré. Laure n'a pas exagéré, mais je pense que c'est aussi l'environnement qui est devenu stressant. Parce qu'en fait, c'est ça. Les habitudes ont vraiment changé. Au-delà de certains paramètres, j'étais avec un collègue qui dit tiens, mon enfant, il mange 5 fois par jour maintenant. Parce qu'il ne va pas à l'école. Parce qu'en fait, il mangeait une seule fois. Quand il va à l'école, il revient le soir. Donc, on lui donnait l'argent de petit déjeuner qu'on sort. Mais là, déjà à 6h, il a faim. 9h, il a faim. 11h, il a faim. En fait, puisqu'il est à la maison, ça fait plus de dépenses que l'on ne l'imagine. Et cela se déteint sur le comportement qui devient stressant pour tout. Que ce soit les fonctionnaires, le privé, le public, etc. Et je voudrais aussi abonder dans le même sens qu'aujourd'hui, le couvre-feu a été rallongé, c'est ça? Oui, repoussé jusqu'à 21h. Repoussé d'une part, rallongé de l'autre. Le constat que j'ai fait, c'est que les gens ont repris bizarrement les habitudes dans les bars. En fait, j'ai remarqué, parce que les gens se disent, on a encore du temps. Et on n'a pas des clichés, on ne peut pas les montrer ici, mais des gens viennent s'asseoir paisiblement dans les bars. Il paraît aussi que les hommes sont plus fidèles maintenant qu'avant. Ceux qui, après le boulot, passaient chez les maîtresses avant de rentrer à la maison. Ils ont changé de stratégie. Ils ont changé de stratégie. Ils se sont adaptés. Maintenant, c'est de midi à 1h. Il faut juste diviser l'heure par 2, puis ça passe. Il n'y a pas de causerie après. Donc maintenant qu'on a rallongé à 21h, ça les arrange. Ils ajoutent 30 minutes. Comme impact, moi aussi j'ai pensé à un truc qui n'est pas, vous tirez important, ce lexique composé de mots qui existaient déjà, mais que les gens confondent. Les gens confondent confinement, quarantaine, je ne sais pas. Semi-confinement. Semi-confinement. Est-ce qu'on est en confinement au Togo? Confinement partiel, ou partiel. Voilà, est-ce qu'on est vraiment en confinement? Quarantaine, isolement. Voilà. C'est vrai que je vais y aller, peut-être les autres aussi peuvent toujours m'aider. Confinement, c'est ce que nous avons vu en France. Le confinement, c'est ce que nous avons vu en France, où les gens sont chez eux et ne sortent peut-être qu'une fois. Pour prendre le soleil. Prendre le soleil peut-être ou faire des achats et revenir. Mais nous, on n'est pas en confinement. Du tout. On n'est même pas en semi-confinement. On n'est pas en quarantaine. Quarantaine, c'est peut-être ceux qui présentent peut-être des symptômes, ceux qui sont des cas, ils disent des cas suspects, voilà. Et ou bien ceux qui ont été détectés. C'est le domaine d'Achille. D'Achille, voilà. Achille, tu es mieux placé pour nous donner plus d'informations. Donc notre cas, je ne sais pas trop quel mot pourrait convenir. Affecté. Voilà. Achille. Moi je dirais qu'on est en semi-confinement parce que de toute façon il y a des mesures qui ont été prises pour pouvoir permettre aux gens de rester chez eux à la maison. Voilà. Il y a certains pays où il n'y en a pas eu du tout. Il y en a qui ont commencé, qui ont ouvert un petit peu. Et comme elle l'a dit si bien sûr, la quarantaine, ça concerne plus des personnes qui sont contacts, des personnes qui sont positives à la maladie. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a ce lexique-là qui nous met un petit peu, qui nous
si le corps n'est Il pas... nous désoriente voilà, à un petit certains peu, moments. mais je pense que c'est pas vraiment ça qui va nous éloigner vraiment de ce qui est important. Merci beaucoup. Je vous dis que nous sommes arrivés à la fin de nos échanges. Ça passe très vite. Vos mots de fin à l'endroit de la population, c'est ici. En 2 secondes. Oui, en 2 secondes, je voudrais demander à chacun de rester serein, de faire tout pour respecter les mesures barrières. De s'aimer et d'aimer les autres, parce que quand on respecte les mesures, c'est qu'on démontre qu'on a envie de vivre et qu'on a envie de voir les autres également vivre, et que les spéculations qui tournent autour puissent s'arrêter, que les gens comprennent que c'est important que nous puissions nous protéger. Merci beaucoup, Achille. Voilà, sans redire forcément la même chose, j'en appellerai plus à plus de discipline, simplement que nous n'ayons pas l'impression qu'aujourd'hui ça va mieux qu'avant, parce que ce n'est pas le cas. Et donc voilà, tout le monde devait être un peu plus discipliné par rapport aux mesures. Et vigilant aussi. Oui, voilà. Casimir. Oui, c'est rappeler que les mesures barrières demeurent actives, de ne pas les perdre de vue et de convier les enfants à profiter de la présence de leurs 2 parents à la maison. Ça contribue énormément à leur épanouissement futur. C'est ce à quoi je tiens beaucoup. Monsieur l'éducateur spécialisé. Oui, ce que j'ajouterais, c'est que si un ami à Djarakwanga est détecté positif au Covid-19, alors qu'il n'a jamais voyagé, il n'a jamais pris de bus pour venir à Lomé, ni aller au Burkina, c'est que le danger est vraiment réel. Nous devons vraiment respecter les mesures barrières. Merci beaucoup. Je vous remercie pour ces échanges fructueux. Chers téléspectateurs, je vous rappelle que j'étais aujourd'hui à mon extrême gauche avec Mérinium, voilà, Tchabou. Il est médecin. À ma gauche, nous avons été avec Laure Amoussou Amana. Elle est sociologue et facilitatrice consultante en droits humains. À mon extrême droite, j'étais avec Séfia Menoussessi. Il est administrateur civil et directeur de la maison des jeunes de Lomé, Amadaroumé. Enfin, à ma droite, Casimir Clouchet, il est éducateur spécialisé. La pandémie à coronavirus, nous l'avons dit et vous le vivez aussi, est en train de bouleverser notre quotidien, bousculer les habitudes, en train de changer les modes de vie. Une chose est sûre, la Covid-19 n'a pas fait que bouleverser ou bousculer le quotidien des Togolais. Elle a profondément bouleversé au plus fort de la crise, en tout cas, nos priorités. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de la réalisation. Le Covid-19 continue à circuler. Les gestes barrières restent en vigueur. À bientôt.